Alors ce programme commun, je l'ai déjà dit, on l'a déjà expliqué, effectivement est né d'une période qu'on a tous connue qui était le confinement, et surtout d'une situation particulière qui était de savoir comment reprendre le chemin des studios et du travail et de la création. Et donc ça a été cette proposition qui a été faite de façon collective à tout un groupe d'artistes. Vous en voyez une partie ici, là, vous avez vu certains d'entre eux déjà performer, vous en verrez d'autres dans le programme de l'épisode Nuit, mais simplement vous raconter que cette expérience, cette aventure, je dirais même, collective, a été vraiment construite ensemble, avec aussi comme idée derrière la tête, c'était non seulement de vous inviter à rentrer dans les chemins de la création, dans les chemins, je dirais même dans les têtes, dans les esprits de chacun des artistes, mais en même temps de pouvoir aussi témoigner d'une certaine manière de la fragilité de ce monde, de la fragilité aussi et du temps nécessaire pour pouvoir créer. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec cette épidémie, évidemment, au-delà des conséquences de jauge réduite, ça a aussi des incidences sur le temps de travail. Et je ne parle pas de l'aspect financier, je parle vraiment du temps. Et ce temps de travail, on est quelques-uns, des théâtres, hein, beaucoup, en tout cas heureusement certains le font, doivent se réouvrir au moins pour donner ce temps de la création. Ce que vous avez pu voir, certaines pièces étaient terminées, nous en avons montré des extraits, d'autres pièces sont vraiment en cours de création et probablement seront présentées ici dans les saisons qui viennent. On va leur laisser le temps de continuer, mais ces étapes de travail montrées, et ce temps qu'on a voulu donner et surtout qu'on a voulu partager à ce site particulier, c'est que cette fois-ci, on l'a partagé dans un temps commun, c'est-à-dire que depuis le 7 septembre, les équipes ici présentes, celles que vous avez vues aujourd'hui, étaient aussi dans les espaces que vous avez traversés vous-même, en train de travailler, et ils ont tous ouvert leur studio aux autres artistes. Donc il y a eu des conversations extrêmement intéressantes qui ont pu aussi faire progresser aussi la réflexion, et c'est pour ça que la prestation publique est un élément de plus, puisque c'est grâce et au regard de leurs confrères et au regard du public que petit à petit les pièces vont se transformer, vont se créer, vont peut-être prendre leur corps, quoi. C'est le cas de le dire. Joël a raconté un petit peu comment ça s'était fabriqué, et au cours de toutes ces fabriques, de ces envies, etc., on voulait aussi essayer de reparler de ce contexte. Donc on a beaucoup aussi discuté sur ce que ce réel, comment on l'a vécu, ce qu'il implique, comment on le ressent, comment ça peut retentir dans les créations, mais aussi comment ça peut retentir dans les vies et le travail. Autour de ça, on s'est arrêté finalement en commun avec un des chorégraphes qui justement est absent, qui peut-être réussira à nous rejoindre, mais c'est éventuellement en bout de course, qui est Vidal Bini, dont certains peut-être d'entre vous ont pu voir le solo qui a été présenté cette semaine, Moritori, qui est une question qui nous met un petit peu en balance déjà, dans un entre-deux, donc l'entre-deux c'est quand même un élément très présent dans la danse, et qui est local-global. Alors ce local global, en fait, si je prends un petit peu la parole là, c'est pour introduire, c'est parce qu'on en a tous une image, on peut tous s'y référer, mais on ne tient pas forcément, d'abord ce sont des notions qui peuvent évoluer, mais qu'on se représente tous un peu différemment. Donc du coup, je suis allée pêcher, rassurez-vous en quelques lignes, c'est très court, quelques dimensions qui sont issues de textes plus sociologiques sur cette question et anthropologiques, pour essayer de donner simplement de petites lignes courantes qui puissent être communes à tous au cours de cette discussion. À propos de global, on dit de la globalisation qu'elle est conçue comme la compression de l'espace et du temps. Évidemment, cette phrase première m'a réjouie, puisque on est tout de suite d'emblée dans quelque chose qui est très parlant pour tout ce qui concerne la danse, le langage et l'écriture chorégraphique. Et donc cette globalisation a donné naissance à 4 phénomènes qui sont relativement nouveaux si on parle en termes d'histoire, donc on peut peut-être les situer au début de ce 21e siècle qui nous anime. Et ces phénomènes qui sont étroitement liés sont l'instantanéité, l'interconnexion, l'interchangeabilité et l'interdépendance. On est vraiment dans l'entre, encore une fois, entre deux choses.
Mais le global a toujours une racine locale, une insertion culturelle particulière, et même si on parle souvent de délocalisation ou de déterritorialisation causée par les transformations globales, il faut prendre aussi en considération que chaque déplacement est suivi d'un nouvel enracinement, d'une reterritorialisation dans un autre contexte. J'ai gardé tout ça parce que ça résonne toujours autour de notre domaine de réflexion. À propos du local, j'ai donc réuni aussi quelques phrases qui sont que traditionnellement, on considère une pratique comme locale lorsqu'elle est géographiquement circonscrite et identifiable dans un espace et un temps déterminé. Le local, c'est en général le village, le quartier, la commune, parfois même la région. C'est là où nous possédons des bases réelles de tradition et d'identification. Le local se réfère aussi à quelque chose de très petit et de proche, plutôt qu'à quelque chose de grand et d'éloigné. Mais il est avant tout une question de relation et de contexte. Il est aussi porteur d'un sentiment de familiarité et de proximité, encore une fois d'identification et de sécurité. Et dans cet entre-deux, parce qu'il y a toujours des jeux entre ces deux pôles, on a la formule bien connue, penser global, agir local, d'un point de vue plus général évidemment, qui est largement appliquée au plan économique et politique. En revanche, ce qui est sans précédent, c'est le rythme et la vitesse avec lesquels ces pratiques locales et globales se trouvent aujourd'hui en contact et en échange permanent. En outre, nous ne sommes plus seulement dans la position d'observateur, puisque les relations sociales sont déterminées par l'économie, mais nous en sommes aussi des participants. Si nous sommes des interlocuteurs dans ce dialogue entre ce que nous considérons comme local et ce que nous percevons comme global, notre rôle nous porte donc à revaloriser, à reconsidérer constamment ces deux notions. Ça veut dire que là, nous sommes face à un changement qui nous fait prendre des mesures et des dispositifs qui induisent directement de grands changements avec les corps, avec la façon dont on se parle, avec la manière dont la danse travaille entre le proche et le lointain. Et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes et vécues. On va pouvoir le voir sous peu, là, de manière qui interroge beaucoup. Alors ça peut être très créatif, mais c'est aussi très inquiétant et surtout très instable. Et nous sommes devant une donnée inconnue qui nous reprojette sur des visions, des perceptions, des sensations qui sont complètement différentes. Tout ça, ça travaille le corps et donc ça travaille aussi la danse et les métiers de la danse. C'est autour de ce sujet que je vous invite à réfléchir avec nous et aussi à poser les questions que vous le souhaiterez. Pour continuer cette introduction, disons, poser une trame et un contexte de parole commune à tous, Sarah a eu la gentillesse, pendant qu'on discutait pour construire cette rencontre également, d'interviewer différents artistes et chorégraphes qui sont des pays étrangers. Nous n'en avons gardons un seul, c'est un document sonore. Donc elle va vous présenter la personne parce qu'il est d'une part court et qu'il a le mérite de présenter très synthétiquement comme témoignage et comme espace de réflexion ce qui se pose à nous comme question. Je travaille assez souvent à l'étranger, en fait, en Irlande, en Angleterre notamment, avec des danseurs qui viennent un peu de partout, d'Espagne, et ce depuis longtemps. Donc lorsqu'on a commencé à en discuter, c'est un sujet qu'on aborde depuis la situation beaucoup entre nous. Et voilà, ça a été l'occasion effectivement de demander à des amis, à des chorégraphes, à des administrateurs aussi, des danseurs, de témoigner des expériences, de comment est-ce qu'ils vivaient les choses et comment est-ce qu'ils voyaient surtout l'avenir. Et donc le témoignage que vous allez entendre, que j'ai traduit, c'est le témoignage d'une chorégraphe et interprète qui vit entre Luxembourg et Berlin, qui s'appelle Anne-Marek S. Et voilà, qui a eu cette volonté de partager ses questionnements, en fait, ses doutes, ses peurs, ses expériences. Donc voilà, c'est ce qu'on va entendre maintenant. Hello Sarah, and I don't know who else is listening. Tu m'as demandé de partager mes expériences et mes pensées au sujet de l'impact de la situation sanitaire sur la vie des artistes nomades que nous sommes.
Et, en fait, c'est un sujet auquel je pense beaucoup et dont je parle beaucoup avec des amis et des collègues. Il y a beaucoup d'insécurité et d'incertitude autour de ce thème. Et bien sûr, je suis un peu inquiète de savoir comment ça va changer et quel va être l'impact. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'après cette première phase très sévère et complexe, après cette phase de confinement, je pense que c'est une question assez délicate parce que je réalise qu'aujourd'hui, je me pose vraiment la question de la nécessité de voyager et de ma réaction lorsque je reçois une invitation dans un festival qui va nécessiter que l'on voyage. Est-ce que je devrais prendre ce risque? Quel va être l'impact pour ma team, par exemple? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce genre d'effort d'insécurité supplémentaire, de ne pas savoir si lorsque je vais rentrer, je vais devoir passer par une période de quarantaine, par exemple. Je réalise que ces derniers temps, je choisis plutôt de ne pas voyager, en réalité. Et cela aussi bien pour des résidences ou des festivals ou des endroits où je dois présenter ma pièce. Ce qui est plutôt ok pour le moment, étant donné qu'on est encore dans un état assez fragile et émouvant. Mais je me demande fortement comment tout ça va affecter mes projets futurs. Notamment comment ça va se passer pour les coproductions internationales ou les projets qui impliquent des danseurs internationaux ou encore avoir plusieurs résidences dans différents pays. Est-ce que tout cela sera encore possible ou devons-nous chercher d'autres manières de rester en contact, de se supporter les uns les autres, de coproduire, par exemple créer plus localement, créer dans un seul endroit et rester plus longtemps? Et bien sûr, ça concerne la team si elle est internationale. Et maintenant, ça demande beaucoup plus de travail par rapport aux restrictions de chaque pays, de comprendre, de surveiller les changements, de voir si tout peut se coordonner, d'anticiper et en même temps, en sachant que tout peut changer à la dernière minute. Et que fais-tu si une personne ne peut pas venir? Est-ce que tu la remplaces en sachant que c'est vraiment pas facile de remplacer un danseur que tu as choisi? Il y a beaucoup de choses à prendre en considération maintenant. Mais je ne pense pas que ça m'arrêtera de travailler internationalement ou avec une team internationale ou encore de tourner. Je pense que ça va changer nos manières de faire et qu'on devra s'adapter et trouver d'autres formats. Comme par exemple être prêt à passer plus de temps ensemble dans un endroit. Peut-être que ce sera plus possible de sauter d'un projet à l'autre et dans le cas où ça implique de voyager d'un projet, d'un pays à un autre, en tout cas pendant un certain temps. Il s'agira, je pense, de ralentir et de prendre un projet après l'autre. Je réalise en enregistrant que je n'ai en réalité aucune idée de comment les choses vont changer. Je pense qu'on trouvera en faisant. Et j'imagine que des plateformes comme Zoom ou Skype ou d'autres moyens de communication vont prendre de plus en plus de place et d'importance. Pendant la première phase de confinement, j'étais à Berlin et je dois admettre que je me suis posé la question de pourquoi je suis ici? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai choisi le bon pays? Tout ça en relation avec où est-ce que j'ai envie de créer et où j'ai envie de travailler le plus souvent. Peut-être que la situation va nous amener à reconsidérer la question de sa propre localisation. Tout ça semble un peu dramatique, mais peut-être qu'à la fin, ce sera une bonne chose.
Je pense que le plus important, quoi qu'il se passe, c'est de ne pas s'enfermer et de travailler, de continuer à être dans l'échange, à emmener différents travaux à différents publics et que même dans le travail, il y ait différentes cultures et personnes d'environnement pluriel qui se rencontrent. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je veux vraiment faire en sorte que cet aspect de notre métier continue à fonctionner. Ceci dit, je pense que définitivement il va y avoir des formats et des pratiques qui vont devoir changer. Well, I don't know if I actually contributed now anything to a discussion, but yeah, I would be curious to hear what your thoughts are, and also in your group, and yeah, maybe you find a way also to share them somehow. Okay, bye. Donc merci encore et merci aussi à cette amie artiste qui ça nous prépare un petit peu. Et donc du coup pour initier cette conversation, je voulais demander à certains d'entre vous si d'entendre cet exposé qui est fait par ailleurs, vous retrouviez, vous posiez des questions similaires ou quelle réaction vous pouvez avoir à l'écoute de cette présentation un petit peu des problèmes et des questions que cela pose. Est-ce que vous vous y retrouvez beaucoup? Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses? Moi, pour ma part, comme je suis jeune chorégraphe émergent, j'ai débuté par un solo. J'ai pas pensé à recruter de danseurs extérieurs à l'étranger pour l'instant. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je travaille beaucoup dans la région, sur Strasbourg, avec des danseurs avec qui j'ai rencontré depuis Trajectoire ici sur Strasbourg. Donc pour moi, ça ne cause pas encore de problème, mais pour plus tard, oui, ça sera différent. Ça sera à réfléchir pour la suite. Parce que je pensais bien faire une pièce avec 50 danseurs partout dans le monde, mais ça, c'est pour plus tard. Etienne, tu veux poursuivre? Pour rebondir sur ce que dit Marino, et effectivement un élément important, c'est où chaque chorégraphe est dans son parcours, à quel point. Marino, il débute, il est donc dans le local, dans le territoire. Voilà. D'autres ont un background beaucoup plus lourd, long, 20 ans pour certains. Olga Messa n'est pas là, et qui sont de l'histoire et de nature déjà internationale. Donc là, il y a effectivement les problématiques ne sont pas les mêmes. Pour ma part, ça fait quelques années que je fais un petit peu ça, et j'ai commencé à être un petit peu Grand Est, un petit peu à l'étranger. Et pour ma part, j'ai, à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles, je me suis dit, un petit peu avant le confinement et un peu avant toute cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans la manière dont ça fonctionne. Et le confinement a appuyé ce truc-là, m'a conforté dans ma sensation. Et pour ma part, je vois deux choses. Il y a le fait de créer un objet, ce que vous commencez à voir aujourd'hui, l'objet qui est en train de se faire, et il y a le fait de proposer cet objet au public une fois qu'il est fini. Moi, ce que je vois j'ai quitté la ville pour aller à la campagne, dans un petit village avec des vaches et des coqs, et je sens que j'ai besoin de créer localement, c'est-à-dire à 1 heure jusqu'à 1h30 de route en voiture. Et ça, je suis prêt à faire, donc ça fait un périmètre géographique que je considère comme étant ma localité, mon périmètre. Bien sûr, on peut travailler encore plus resserré, mais je me suis fixé ce périmètre-là. Ça, c'est pour créer, pour fabriquer, pour chercher, expérimenter. Une fois que j'ai l'objet qui est fini, à ce moment-là, évidemment, surtout dans la danse contemporaine, on n'est pas en train de faire du rock, de la pop, où il y a... le public est quand même restreint en termes de nombre. On ne peut pas faire, 50 dates
dans une com-com, quoi, je veux dire. Sauf si on fait de l'enfant, de la petite enfance qui fait 30 minutes et on en fait 50, ça je veux bien, mais un spectacle comme ceux que vous avez vus ici, chacun de nos projets, je vois mal comment ils peuvent tourner 50 dates dans une communauté de communes. Donc, il y a la question de la création, trouver les partenaires. Donc, moi, je vois qu'il y a des nouveaux partenaires qui doivent ouvrir leurs portes. Alors, avec le soutien de ceux qui sont déjà là et qui connaissent bien la danse contemporaine. Et après, comment arriver à exporter hors de la localité l'objet qui a été créé à des personnes qui étaient loin et donc qui n'ont pas participé à la fabrication. Donc ça, pour moi, c'est un des enjeux. Personnellement, je souhaite créer localement, donc dans mon rayon de 1 heure, 1 heure et demie de route, et de diffuser globalement. Et d'être en interaction avec d'autres artistes ailleurs. Et ça, pour moi, et personnellement, c'est une des grosses problématiques. Créer les conditions de création, des nouveaux partenaires, financièrement aussi, comment on tient la chose, et diffuser ailleurs. Voilà, ça c'est personnellement là où j'en suis dans mes réflexions. Et Thio, je te vois réagir, et je sais aussi qu'en plus tu développes des activités entre deux pays. Et donc du coup, ça m'intéresserait peut-être qu'en réaction, tu puisses un petit peu donner aussi un autre type de façon de se positionner dans le travail. Oui. En fait, pour faire écho à Étienne, c'est vrai que l'importance le regard du chorégraphe d'un point de vue de son parcours, où il est, qu'est-ce qu'il est en train de traverser et vivre, c'est important parce que ça détermine aussi sa volonté d'être et de s'enfermer sur un territoire plutôt que d'avoir un regard beaucoup plus ouvert et imaginer son travail vers le global. Personnellement, à différence d'Étienne, par contre, je n'arrive pas à imaginer que la recherche et la diffusion, du coup dans ce cas, ni un ni l'autre, soient sur un périmètre très limité. Tout d'abord parce que je me suis retrouvé à construire, moi en tant qu'interprète, auparavant, et aujourd'hui en tant que chorégraphe, par l'échange, par la connaissance d'un territoire et d'un autre territoire et d'un autre ensuite. Et ce qui m'a permis aussi, par la suite, d'amener tant d'expérience vers la construction d'un endroit, un lieu qui ne me stagne pas, au contraire, qui me permet encore aujourd'hui d'imaginer des ponts vers l'étranger, vers l'extérieur, mais aussi vers d'autres professionnels, professions aussi, voilà. Et en fait, paradoxalement, je me retrouve aujourd'hui, suite au confinement, être en création et avoir plusieurs résidences en Europe. Du coup, je me suis dit, incroyable, je me retrouve aujourd'hui à voyager beaucoup plus et ne pas m'arrêter dans le local, ce qui me permet de me sentir beaucoup plus en vie. Et bien évidemment, ça fait contraste par rapport à la période que j'ai vécue pendant le confinement, où, comme elle disait la chorégraphe, l'amie de Sarah, tous les systèmes Zoom, Skype, pour moi c'était un peu une limite à la créativité, à l'échange, évidemment au rapport humain, mais aussi à l'aspect artistique. Pour moi, c'était une barrière, une fermeture. Et une fois que j'ai trouvé l'issue, j'ai retrouvé cette dynamique qui ne se limite pas simplement à acheter un billet et voyager, mais à construire une recherche personnelle. Moi, j'ai besoin de retrouver cette dynamique vers l'extérieur. Pas parce que j'ai peur d'un état de solitude ou d'enfermement ou d'études individuelles, au contraire, mais j'ai besoin de cet échange. Moi, je pense que tant qu'artiste, je me suis construit grâce à l'échange, à la rencontre. Et j'ai besoin de retrouver ça, et je suis dans la crainte la plus totale
de m'imaginer, de m'enfermer à nouveau derrière un écran. Voilà. Peut-être on peut continuer un petit peu, parce que chacun a des expériences personnelles qui positionnent dedans, dehors ou ici, ailleurs. Et Abdoulaye en est un autre type de... Moi, je dirais que je pense qu'avec le confinement, nous sommes en train d'entrer un peu dans un jeu de la souris et le chat, en fait. Voilà. Quand je dis la souris et le chat, c'est que, effectivement, je rebondis et je pense qu'on fait vraiment du lien avec tout ça par rapport à ce qu'elles ont dit. Moi, aujourd'hui, dans ma démarche chorégraphique, c'est vraiment ça. C'est au fil du temps, de la rencontre avec les autres, de tout ce que je fais, aller de l'autre côté. Moi qui, en fait, originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai besoin d'aller sur mes racines, j'ai besoin d'aller chercher d'autres choses. Et je vois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, il y a vraiment cet enfermement. Et je suis quelqu'un qui, dans tout ce que je fais, j'ai du mal vraiment à m'enfermer. Et je dirais que ce sont ces choses-là qui ont fait que je suis parti très, très vite de la famille, voilà, tout simplement, parce que j'en disais tout à l'heure à Jean-Louis, regardez, par rapport à mon petit frère qui est là. Effectivement, je suis parti de la maison quand il avait 10 ans. Vous voyez, il est arrivé en mars, donc on a pris, en 3 mois, on a pris le temps de se connaître, quoi, voilà. Donc 15 ans, aujourd'hui il a 25 ans, donc 15 années où je suis parti. Donc l'enfermement, c'est quelque chose qui m'angoisse, au fait. Donc pour moi, chorégraphiquement, géographiquement, localement, globalement, toutes ces choses sont en train de, je pense que, se dessiner. Je m'appuie en même temps par rapport à ce qu'Étienne dit aussi, c'est qu'on on peut effectivement rester dans un périmètre, mais on a besoin d'un moment sorti. Voilà, Marie nous pouvait dire que lui, effectivement, il a pris le temps de travailler avec la région, les danseurs et tout. Et dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'essaie vraiment moi de jouer avec ça. Le Zoom qui nous bloque, pendant tout le confinement, j'ai pris le temps de sélectionner les danseurs pour ma nouvelle création, Notre Boléro, par Zoom. Et vous savez que c'est même compliqué. J'arrive au CND, je rencontre Mathilde Monnier qui me dit, par Zoom, tu es sûr, tu as vu leurs compétences, tu sais comment ils sont et tout. J'ai dit, pour le moment, c'est ce qu'on peut faire. Et on ne s'est pas encore vu au studio. Donc quand je rebondis effectivement sur ce que elles ont dit, c'est très complexe. Très très complexe. Mais on y croit et on essaie de dire que ce jeu-là de la souris et le chat, on doit tout faire pour rester dans ce genre de programme-là. Programme commun, de comment on pourra faire ça et se donner voilà, je dirais, des issues, tout simplement. Parce que de ce que nous sommes en train de faire, on a besoin d'aller, quoi. Parce que je suis région, mais en même temps, on a besoin. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment plus l'international. Et je me dis, Sucre, comme ça, ma nouvelle création, qui a été sélectionnée dans le catalogue Institut français, tout a été reporté à 2021-2022. Vous imaginez, nous sommes 3. Le comédien, lui, vient de la Suisse. Le musicien, lui, vient de Lyon. Et vous voyez, là, pourtant, on n'a plus le temps d'être ensemble. Donc, je disais qu'on pouvait juste nous laisser cette chance-là de présenter le travail. Mais on ne peut pas. On ne peut pas aller. Donc, c'est vraiment très, 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 très complexe. Il y a une petite différenciation que je voudrais préciser, la différence entre le local et l'enfermement. Effectivement, être enfermé et travailler par Zoom, c'est une chose, c'est une expérience que je n'ai pas faite en fait, mais c'est une expérience particulière, mais ça n'a rien à voir à travailler localement. Et comme disait Irène, dans le local, il y avait, je ne sais plus ce que tu as mis comme mot, mais il y avait le... qui sont les mots. Dans le local, c'est... familier, qu'est-ce que tu veux commune, mais c'est aussi quelque chose de... Il y avait quelque chose d'agréable, dans lequel il y a confiance. Il y a... Un sentiment de familiarité, de proximité, c'est ça que voilà. Et donc quand j'entends ces mots-là, moi ça me met en confiance pour travailler avec les personnes, en fait. C'est sûr que je ne trouverai pas forcément le musicien exactement, je ne trouverai pas forcément ça, mais le local, il y a aussi
des potentiels, il y a aussi des gens qui font des choses. Et après, il y a aussi un dosage. Il y a un dosage entre faire que du local ou effectivement partir, aller se nourrir, rencontrer quelqu'un et revenir. Et c'est, je crois, une question de dosage entre la quantité de voyages, de déplacements et les distances. Et je ne crois pas qu'on va basculer vers que du local et nier l'international, le global. Ça, c'est juste une... Donc la précision, c'est la différence entre local et enfermement et le dosage de être local ou pas. Et il y a une question quand tu parles de Zoom, c'est parce que tu avais commencé un processus et tu devais le continuer, donc tu as fait cette audition-là. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Donc en fait, l'artiste, il avait un projet qui était calqué sur un modèle, et à un moment donné, il a fallu faire autrement. Et la question que je me pose, c'est est-ce que l'artiste a des idées, des envies, des rencontres, et il doit réussir à trouver, à créer le contexte pour y arriver, ou est-ce qu'il rentre dans un contexte qui existait déjà et crée en fonction de ce contexte-là? Est-ce que je suis clair? Ce sont deux processus en fait. Ça peut être deux processus de travail différents. C'est ça, tout à fait. Les projets naissent aussi de leur cohérence interne. Voilà. Avec Damien Briançon, vous connaissez peut-être, espèce de collectif, l'une des idées phares, c'est créer le contexte pour faire émerger la danse. Donc on partait souvent du contexte pour faire le mouvement. Et là, j'ai l'impression que c'est la question, est-ce que je fais du mouvement, je crée, et du coup je cherche les choses où je peux réaliser ce que j'ai envie, les endroits possibles, donc c'est partout, ou est-ce que voilà, j'ai un contexte ici, et à partir de ce que j'ai là, je fais quelque chose. Le confinement, quand c'est arrivé, au fait, moi ça m'a pas si dérangé que ça. Au fait, je suis quelqu'un aussi de très casanier. Quand c'est arrivé, je me suis dit, mais maintenant je fais quoi? Voilà, je suis dans ma petite cuisine, alors je me sers des tomates, je me sers des oignons pour créer, faire ma création. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer, quoi. Et donc, la peur quand même après. Et pour répondre à Blaise, c'est pareil. J'avais besoin, pour mon solo, de retourner au pays pour travailler là-bas et prendre des idées, vivre un peu différemment, interroger, parler avec les amis, voir si ça tient, si ça ne tient pas, ou qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus. Et donc le confinement, c'était dans l'incertitude. Je suis même parti à Paris, on m'a ramené à Strasbourg parce que je n'étais pas dans les normes pour partir chez moi. Donc la peur, je me suis dit, mais on ne peut plus traverser, qu'on ne peut plus bouger. Et donc, heureusement, je suis quand même rentré. Quand je arrive au pays, content, mais au fait, là-bas, ils sont plus confinés que nous encore. Ouais, et donc, tout est arrêté. Et j'ai commencé à me nourrir différemment. Comment on se nourrit, comment est-ce qu'on ne peut plus aller dans un complexe, au centre culturel, danser, tout est fermé. Les artistes se meurent aussi là-bas. Et donc, pour se parler, forcément, téléphone, Skype, des choses comme ça. Et voilà, donc j'ai travaillé différemment, pas sur le plan gestuel, mais sur le plan visuel aussi. J'ai travaillé en regardant les gens, j'ai travaillé en voyant le quotidien. Ça m'a servi aussi pour aujourd'hui arriver à proposer quelque chose devant vous. Là, ça fait plusieurs fois que les effets Zoom, Internet, etc. sont évoqués. Et je pense que dans cette question qui déplace notre vision, notre appréhension du local et du global, se trouve aussi au cœur de ça les nouvelles technologies, les façons de travailler qui permettent ou empêchent certaines autres choses. Et comme Étienne, qui s'intéresse beaucoup à tout ce travail sur le virtuel, sur les séries, etc., moi j'aimerais bien que tu me dises si ces notions, ces dimensions de local et de global, comment elles peuvent par exemple, tu peux toi les définir, ou comment elles se présentent à tes yeux. C'est quoi ta perception de ces choses-là? Tant pis pour toi. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je note des trucs par rapport à tout ce que les uns et les autres disent. Je me sens aussi un peu mal à l'aise à l'idée de promulguer comme ça une forme de parole.
j'insiste sur le fait que c'est une réflexion qu'on doit partager les uns avec les autres, et j'ai hâte que vous nous disiez vite aussi ce que vous en pensez, et une fois qu'on partage notre expérience et que vous puissiez vous l'approprier, comment réfléchir ensemble à des systèmes que l'on puisse mettre en place. C'était français, ça, à peu près? Okay. Pour rebondir, parce que j'ai pris 2-3 notes sur les questions de déplacement, globalité, localité, on parlait de déplacement physique, et je crois que ça met en perspective, mais on le sait tous, c'est ça qui est malheureux. Et parfois on se regarde comme ça avancer, et on se regarde mourir, et je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que ça devient quand même relativement dramatique. Et c'est la question du gaspillage, de l'essentiel en fait. C'est cette question-là que ça me pose. Je pense qu'il y a plein de choses à imaginer, mais c'est surtout savoir quand est-ce qu'on a besoin de se déplacer, quand on a un spectacle qui doit tourner. C'est le fruit de notre travail, il est fait pour se déplacer. Je ne veux pas qu'on me prive de cette liberté-là, moi. J'ai envie d'aller rencontrer les gens pour rejoindre ce que disait Dio. Par contre, je réfléchis à des nouveaux systèmes de création en résidence. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai des partenaires qui peuvent être aux 4 coins de la France, mais je n'ai pas besoin d'aller aux 4 coins de la France pour travailler. Est-ce que je peux travailler à Strasbourg grâce à ces différents partenaires, mais rester sur du local, ou à Besançon, et après, une fois que tout ça s'est produit, tendre vers la diffusion, puisque ça c'est le but. Mais si on essaie de régler un peu tous ces trucs de gaspillage, c'est comme l'avion. Moi j'ai un pote, il m'a dit, je ne prends plus l'avion, fini. Ça c'est, t'imagines, on prend l'avion une fois, c'est ta voiture qui a roulé pendant toute l'année. Je dis, ouais c'est vrai, ça pollue énormément. Mais j'ai pas envie de plus prendre l'avion du tout, moi. J'ai pas envie de pas pouvoir aller au Japon à un moment donné, s'il y a quelque chose qui me pousse à y aller. Par contre, aller au Japon toutes les 2 semaines, je me dis non, ça c'est peut-être un peu débile. Et c'est ces réflexions-là, moi, personnelles, de me dire qu'est-ce que le gaspillage et comment on peut un peu réguler ces trucs-là. Et c'est en ayant une réflexion commune qu'on peut le faire. Et malheureusement, on a du mal à l'avoir, cette réflexion commune, parce qu'on est dans un système individualiste poussé à l'extrême. Et plutôt que de faire comme des fourmis qui sont tout le temps interconnectées, nous, on fait les choses de manière un peu individuelle. Alors, on a des leaders qui essaient de nous emmener vers des choses, mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que les intérêts soient les mêmes. Ça, c'était pour ce que j'avais noté de des choses. Et oui, une autre chose c'est juste une question, aussi une réflexion. Là, on réfléchit par rapport à quelque chose qui nous a été imposé. C'est-à-dire que tout ça, local, peut-être moins se déplacer, parce que le confinement, les masques, c'est quand même quelque chose où on nous a dit, maintenant c'est comme ça. Je réfléchis, je pose juste la question de savoir aussi à quel moment la désobéissance vient interroger notre cerveau, juste. Plutôt que de dire, ok, maintenant il faut faire comme ci, comme ça, quel nouveau moyen on imagine? Non, peut-être qu'il ne faut pas faire comme ça. Réfléchir en tout cas un peu à tout ça. Par rapport aux médias, j'en viens à cette question-là. Avant le confinement même, j'étais déjà sur ces réflexions. En gros, janvier, je commençais vraiment à, politiquement, entre guillemets, me poser de plus en plus de questions sur la culture, le spectacle vivant et le monde de la danse, puisque c'est dans ce monde-là que moi j'agis principalement, et sur comment vous la recevez, comment vous percevez la danse aujourd'hui, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle peut exister à différents endroits, toutes ces questions-là. Boum, le confinement arrive. Donc forcément, il y a un écho énorme qui vient par rapport à toutes ces questions-là. Juste avant, quelques temps avant le confinement, étant donné qu'on est sur le cinéma, le spectacle vivant et les ponts qui peuvent être reliés entre les deux, c'est vrai que tout ça prend un sens particulier aujourd'hui. On était sur un gros projet de série. On a lancé à Pôle Sud, en tant qu'artiste associé, c'est un projet que j'ai lancé et partagé avec toute l'équipe. Une série donc qui tourne autour de la danse, avec un ton décalé, je pourrais vous faire le pitch plus tard. En tout cas, cette série, elle est diffusée sur des écrans, parce que la question était d'aller chercher les codes des jeunes, les codes actuels, puisque tout le monde a son téléphone, tout le monde regarde sur son téléphone, donc plutôt que d'être servi toujours par les mêmes choses, je pense qu'on a la mission de s'emparer de ces outils-là pour aller y proposer autre chose, et des choses qui peuvent peut-être faire bifurquer. Et moi, l'objectif principal, c'est de me servir de ces codes-là pour bifurquer vers le spectacle vivant, et je pense que c'est possible. Je pense qu'on peut aller proposer, pour faire très caricatural et schématique, des choses sur des médias type Instagram que regardent tous les jeunes aujourd'hui,
et qui sont devant leurs écrans pour se dire « Ah tiens, ce truc-là, je ne l'avais pas vu, et en plus, ça me propose d'aller voir le spectacle à la fin. » En gros, c'est ça le projet de la série. C'est qu'on propose quelque chose sur les écrans qui, inévitablement, emmène le public à venir au théâtre. J'essaie de créer des ponts entre les deux. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, nous, notre réflexion, c'est ça. C'est comment utiliser le numérique, les écrans, le cinéma, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Dans le cinéma, il y a aussi du ressenti, comme dans le spectacle vivant, sauf que ça passe par autre chose, par la réalisation, par d'autres procédés. Et on ne peut pas enlever le spectacle vivant, parce que d'être dans la salle et de voir les gens en vrai, les voir transpirer, les sentir à proximité, c'est irremplaçable. Mais les deux peuvent se compléter, selon moi, ils sont intéressants les deux. J'ai envie d'utiliser les deux. Face au confinement, je ne me suis pas dit « Ah, c'est la bonne aubaine, maintenant, à fond sur la vidéo. » Surtout pas. Je me dis « Non, 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 il faut continuer à développer cette mission pour relier les deux et encore plus aller défendre le spectacle vivant et encore plus aller vous chercher, parce que suite à ça, moi, c'est là que sont venues l'idée des interviews. Je suis allé à Strasbourg, je suis allé vers les gens. Est-ce que je peux vous filmer quand même? Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que la danse? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour essayer d'avancer? Parce que là, en ce moment, moi, j'ai un peu peur. Ça me paraît compliqué tout ça. Et je pense qu'il faut puisse, en tout cas c'est une réflexion que je partage avec l'auteur qui écrit la série, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait alors? On a l'impression qu'on ne peut pas arrêter les choses, on a l'impression qu'on va droit dans le mur. Est-ce que ça passe par nos petites actions qui apparemment n'ont rien changé? Voilà. C'est quelque chose qui m'effraie particulièrement. Et ça nourrit tous ces projets-là. Ça va? C'est pas trop alarmiste? Moi, en tant que chorégraphe, je débute, donc j'ai pas eu des soucis de l'ami de Sarah qui parlait dans ce qu'on a entendu. Par contre, peut-être je déplace le sujet, mais moi j'enseigne aux jeunes la danse et l'enseignement a beaucoup changé. Donc pendant le confinement, moi j'ai vécu de s'envoyer des vidéos, de corriger avec la vidéo, et on a commencé à faire comme ça sur Insta, donc. Et puis après on est passé à Zoom, donc j'avais 15-16 élèves sur l'écran, et de regarder, et puis essayer de corriger. Donc enseignement en distance, la danse, c'est pas ça. Et après le confinement, donc maintenant on a repris dans la salle, et ce qui est incroyable, c'est que les enfants qui n'ont pas dansé, les enfants c'est des grands, lycéens, étudiants d'université, qui n'ont pas dansé pendant 3-4 mois, même avec les vacances, ça faisait 6 mois quoi, qui n'ont pas dansé dans l'espace, ils n'arrivent pas. Il y a un truc qui a complètement réduit dans le corps, et maintenant on a le plaisir d'aller dans l'espace, mais il y a quelque chose de totalement changé dans le corps. Et donc c'est des jeunes de maintenant, ça veut dire que dans quelques années, les professionnels qui arrivent, les danseurs professionnels, qui ont vécu ça, donc ça n'a rien à voir par rapport à nous, on a dansé tout le temps dans l'espace. Donc c'est l'inquiétude que j'ai, c'est ça. Et que moi, en tant que prof, je ne peux pas les toucher. Bon, il y a des profs, tu penses que tu touches, moi, je ne me permets pas de les toucher. Et puis en danse contemporaine, on travaille beaucoup binôme, même plusieurs, peut toucher, peut le contact, le poids du corps, et tout ça, en ce moment, on ne peut pas. Donc, en tout cas, autant que danse contemporaine, enseignement comme ça, et les danseurs de quelques années, comment ça va être? Et puis, quand est-ce qu'on peut se toucher? Moi, quand est-ce que je peux corriger mes élèves en touchant? Ça, c'est une grande question que j'ai. Ouais, donc voilà. Et puis, je partage avec les deux africains, et que moi, je ne peux pas rentrer au Japon. Donc ça, c'est aussi, c'est énorme, c'est énorme. Comme je disais au début, moi, je travaille principalement à l'étranger. Après, moi, j'ai travaillé principalement à l'étranger, je suis revenue en France, mais je ne travaille jamais dans ma ville, en fait. Ma ville, ça a toujours été un petit nid dans lequel je rentre, je n'ai pas envie de travailler, je me reconstruis, je me repose, prépare, et voilà, avant de m'envoler. Et en même temps, je viens de créer ma compagnie, donc il y a eu cette question du territoire, parce qu'il faut trouver, en tout cas, il faut dire, voilà, je crée ma compagnie ici, donc je fais partie de ce territoire. J'avoue, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé cette question parce qu'il n'y a aucune barrière, aucune frontière pour moi dans ce métier-là. Je travaille vraiment avec des gens qui viennent du monde entier. Et c'est quelque chose qui effectivement m'a beaucoup nourri. Mais aujourd'hui, avec cette situation et le fait d'avoir créé ma compagnie dans le Sud, je me dis...
je me dis, c'est quelque chose qui commence à arriver aussi. Je me dis que l'expérience que j'ai eue, c'est peut-être le moment, et ce ne sera pas l'un ou l'autre, mais c'est peut-être le moment de le partager aussi chez moi avec des danseurs notamment de ma région et des étudiants, des danseurs aussi, des structures, le public, mais ce sera pas, je me sens, c'est impossible pour moi de faire un choix parce que ça fait partie de mon chemin. J'ai toujours travaillé, voilà, je suis toujours partie et je pense que ça continuera. Maintenant, ça fait aussi écho à une question, la famille, le personnel, le fait de décider de se poser quelque part et où est-ce que c'est chez moi en fait. C'est pas une question nécessairement de géographie, mais voilà, comme Anne-Marie disait, ça pose aussi la question de sa propre localisation. Pourquoi est-ce que je décide de vivre ici? Et c'est pas parce que j'ai créé ma compagnie dans cet endroit que je veux m'obliger à travailler là. Il faut que ça vienne naturellement. Et l'expérience fait que pour l'instant, en tout cas, les résidences que j'ai m'amènent encore à partir et à bouger. Je ne sais pas quand est-ce que ça se calmera, mais je m'étais dit, ça va venir un peu. Et en même temps, je vois bien que le confinement, au départ, ça a été, pour la création, c'est ce que tu disais, ça m'a coupé en fait, ça m'a coupé les ailes. Et pourtant, j'avais plein d'idées. Alors, la chorégraphe Lise Roche, irlandaise, est venue vers ces danseurs pour nous proposer de faire une petite création, de parler de ce qu'on vivait. Alors, ça pouvait être re-questionner la mémoire, le corps qui s'était préparé en fait à investir une pièce et qui est copé dans son élan. Différents points, différentes entrées comme ça. Et au départ, j'avais plein d'idées en me disant oui, je vois bien danser ça là, chez moi, ici, dans mon petit jardin. Et il n'y avait rien qui sortait. Je pouvais plus bouger. J'avais plus envie de bouger, je ne sais pas, ou en tout cas, j'y arrivais plus. Et ça m'a permis d'aller chercher d'autres moyens, du coup, d'écriture, le son, l'édition aussi, de vidéos. Et ça a été aussi pour ça, et je le vois sur les danseurs qui ont participé à ce projet, il y a eu plein d'entrées différentes. Et c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de limite à la danse. Il y a plusieurs moyens d'expression et voilà, ça a ouvert ce panel-là. Oui. Vous voulez avoir le point de vue d'un musicien? Par exemple. Moi, je ne suis pas ni chorégraphe ni danseur, mais plutôt musicien. Un peu ma caractéristique, c'est que je suis un peu en tournée permanente. Vous savez, il y a l'application sur Google qui te dit combien de kilomètres je n'ai fait. Pendant le confinement, je n'ai fait 23 000. Pour dire du confinement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je continue à bouger. Et ça m'a aidé beaucoup. Parce que, en fait, pendant tout ce temps-là, sauf les 2 mois de confinement où je n'ai vraiment pas bougé, c'est-à-dire on a déconfiné le 14 mars, le 15 j'étais déjà à Valence, alors que j'habite à Fontainebleau. Et je continue en fait à rencontrer les gens et à parler au début masqué, pas masqué, les toucher, pas les toucher, en voyant. J'ai essayé de me dire, je vais essayer juste de ne pas créer une ambiance négative. Si je voyais que quelqu'un avait peur en face de moi, je m'éloignais, ou je me masquais, je mettais la visière, tout ça. Mais ça m'a permis en fait de voir une autre histoire par rapport à ce qu'elle a raconté dans les médias. Donc le confinement a fini en mars, nous avec des collègues on a fait un groupe pour l'après-guerre, on l'appelait, le festival a été annulé, on était des musiciens de plusieurs groupes et on n'avait plus de concerts. On s'est réunis pour faire un petit groupe intérieur, on a fait 10 dates, c'était une expérience en France, de Fontainebleau jusqu'à la Drôme provençale. Et là du coup on rencontrait les gens. Bon, déjà les gens, ils n'étaient pas là, dans les lieux pas officiels. On était surpris. Et c'était quand il y a eu le masque obligatoire qui est arrivé en juillet. Parce qu'au début, on a déconfiné et après, ils nous ont obligés au masque. Et dans ce moment-là, moi, j'étais en tournée sur cet axe-là, entre Paris et... En fait, on disait beaucoup de choses. J'entendais dire qu'il ne fallait pas aller en Bretagne parce qu'ils étaient rouges. Après, je me retrouvais au bout de quelques mois en Bretagne et c'était super. C'était pas rouge, il y avait la mer, oui, il y avait les masques, mais ça n'empêchait pas les gens de se rencontrer.
Pendant le confinement, je n'ai pas confiné, j'étais en confinement partiel, avec 5 familles. Voilà, c'était illégal, peut-être. Mais vu que moi, j'ai rentré de tournée, j'ai attendu 2 semaines, vu que je n'étais pas tombé malade pendant les 2 semaines, et les familles à côté de moi aussi n'étaient pas tombées malades et ils étaient restés confinés 15 jours, on a décidé à 5 familles de rester ensemble. Et du coup, on n'est pas resté confinés, en fait, on était... et des fois, même la police à un moment donné, parce qu'ils passaient, parce qu'on est à de Fontainebleau, c'est très joli avec la scène et tout, ils passaient, ils nous voyaient ensemble. Et on leur disait, mais ça fait 2 semaines qu'on est là, du coup, on a décidé de se côtoyer. Mais on essayait d'avoir une attitude, genre, on a essayé de ne pas embrasser les autres. J'ai essayé de... Non, c'est pour rigoler. J'ai essayé, par exemple, d'avoir une attitude un peu qui gardait ces 5 familles en sécurité. Genre, je ne faisais pas... Vous faites trop la bise, par exemple, vous les Français. Dans la Drôme, c'est 3, à Paris, c'est 4, ici, c'est 2. Voilà, par exemple, garder un peu de distance. Encore une autre chose, je suis arrivé, on était en Suisse, il y a 2 semaines, j'ai reçu un texto du ministère de la Santé ou je ne sais pas quoi. Si vous venez de la zone rouge, restez là où vous êtes. Et si vous êtes malade, ne vous rapprochez pas aux Suisses. On avait 5 jours avec Ezio, les go, on pouvait rester que 5 jours en Suisse. Donc moi j'arrive et je sors, j'avais même le passeport périmé. Donc ils vont m'arrêter. J'arrive en Suisse, j'étais masqué et avec la visière. Je suis rentré avec les mains genre en l'air. Je suis propre, je vois deux jeunes, pas de masque. Donc ici, on avait fait la résidence, on était masqués, parce qu'on respecte, on était masqués dans le... Quand moi, j'ai vu les autres chorégraphes, j'étais masqué. Quand eux, ils sont venus nous voir, eux, ils étaient masqués. Mais après, on était dans la même table, en mangeant ensemble. On respecte quand même, même si on se pose des questions. En Suisse, là où on ne pouvait pas rentrer, le masque n'est pas obligatoire. Et les résidences à l'abri, il n'y avait pas de masque. Mais on gardait les distances de sécurité, même quand on mangeait. Ben, finalement, en fait, c'est la même histoire, mais racontée dans des pays différents. Et moi, j'ai l'impression qu'on devrait vraiment, sans aller contre la loi, mais trouver des combines. Et il n'y a pas que les Italiens qui sont forts là-dessus. Trouver, ok, je suis confiné, et ben moi je peux le voir. Ça fait 2 semaines que le voisin à côté de moi il est confiné, donc moi je peux le voir. Parce qu'il n'est pas malade. Ou le masque, est-ce que je peux garder une distance? Je mets la visière, je sors avec des gants, le masque, la visière et le produit, et je continue à m'asperger en permanence. Je vais pouvoir sortir comme ça. De trouver toutes les combinaisons possibles qui nous font aller, il faut continuer à aller vers l'autre. Pendant le confinement, effectivement, je ne sais pas si on a tous observé, mais il y a eu beaucoup de prises de position sur le fait que... Alors, d'abord, on a eu des prises de position un peu abracadabrantes sur la provenance du virus. Voilà, ça, c'est un truc qui est à chaque épidémie, de toute façon. Et puis, sur le fait que c'était la globalisation ou la mondialisation qui était vecteur, en fait, de la situation. C'est parce que les personnes voyagent, c'est parce que les biens voyagent, enfin, les produits voyagent, etc., que l'épidémie s'était répandue au-delà de sa source qui est la Chine. Donc il y a eu ça, et puis après il y a eu tout un certain nombre de prises de position d'artistes notamment, mais pas que, sur voilà, le monde d'après, le retour à la nature, réinvestir les campagnes, et puis l'art en milieu rural. Et en fait, ça m'a ramené à un truc qui était que en tout cas pour moi, dans mon éducation artistique, ou dans mon parcours d'artiste, dans mes années de formation, et puis dans mes jeunes années professionnelles, j'ai beaucoup pensé, parce que c'est comme ça aussi que j'ai été formé, que mon travail artistique n'avait de valeur qu'à partir du moment où il était amené à circuler globalement. C'est-à-dire que c'était la circulation globale de mon travail qui validait sa qualité artistique. Si tu ne tournes pas ton travail, c'est parce que ton travail ne vaut rien, pour le dire simplement. Et ça m'a beaucoup préoccupé, parce que comme je ne tourne pas, mon travail ne vaut rien. donc voilà, et en fait, par chance, ou par hasard et par chance,
je me suis retrouvé à fonctionner exactement de la situation inverse, dans le positionnement inverse, c'est-à-dire de m'implanter, de me localiser encore plus, de plus en plus et de plus en plus, et à revendiquer. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas tourner. Si jamais, hein, je me suis... Là, c'est mort, je me suis cramé. Non, simplement de penser que la valeur artistique du travail n'était pas dépendante de sa circulation, mais qu'elle était dépendante du travail. Et du coup, dans le projet qui nous rassemble ici, qui est celui des programmes communs, et je pense que c'est aussi la réflexion de Joël, de l'équipe de Pôle Sud, c'est ça, c'est de retrouver, puisque Pôle Sud accueille des artistes qui viennent de très loin et des artistes qui viennent de très près. Il y a des lieux qui accueillent jamais des artistes qui viennent de très près. C'est mort. Si vous habitez à côté, c'est mort, c'est pas la peine d'aller les voir. Bon, il y a cette espèce de fantasme que... Alors, il y a un proverbe, c'est ça, c'est « nul n'est prophète en son pays », c'est ça. Alors, dans le milieu culturel, c'est multiplié par 2000. Mais voilà, et je pense que une des choses qui m'interroge, c'est comment on fait maintenant pour continuer à construire avec les gens proches, sans se poser la question d'une validation qui viendrait par une circulation globale, mais qui serait avant tout une sorte de local, mais qui est un local factice. Il y a des Italiens. Alors, on sait bien, ils sont arrivés, ils ont pas été confinés, ils ont fait 23 000 bornes pour venir jusque-là. Il y a des Japonais, il y a des Africains. Donc c'est un local de fabrication. C'est pas un local au sens alsaco-alsacien du terme, on est bien d'accord. Mais ça refabrique quelque chose qui est de l'ordre du local. Donc la question du local et du global, moi je la pose aussi sur la question de la ressource. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est de quelles ressources avons-nous besoin? Et je rebondissais sur le mot de gaspillage que vous donniez, je crois, Étienne. Moi, un des premiers gaspillages que j'ai vu arriver il y a une trentaine d'années dans le milieu culturel, c'est qu'on a demandé aux compagnies de travailler sur des projets. Et que les gens qui donnaient les moyens à la compagnie de travailler faisaient ça plutôt avant sur de l'accompagnement à long terme. C'est-à-dire, on ne vous accompagne pas pour créer un projet chaque année. Le premier des gaspillages, si on reste sur le milieu, sur le contexte culturel, le premier gaspillage pour moi, c'est de vous obliger, entre guillemets, pour vivre, de produire chaque année un nouveau spectacle, un nouveau spectacle, un nouveau spectacle, qui la plupart du temps, qu'il y ait un coronavirus ou qu'il n'y en ait pas, circule très peu, n'aura pas la chance de grandir, de se frotter à d'autres choses. Donc pour moi, c'est un des premiers gaspillages qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette logique de production incessante dans le milieu culturel, mais comme dans le reste de la société sur la consommation, c'est une vraie question. Avec ou sans virus, il y a plein de pays dans ce monde où il n'y a plus de circulation possible de facto. Pour des raisons financières, ça coûte très cher de partir, mais ça coûte aussi politiquement très cher de rester. Et cette notion de confinement, pour moi, elle est voilà, on découvre, nous, brusquement, ce que c'est que d'être refermé sur un petit territoire, alors que c'est la situation dans laquelle vivent la majorité, en fait, des habitants de cette planète. Voilà, c'était juste des réflexions de générique. Moi, je partage complètement ce point de vue. Et on est bien privilégié de pouvoir se dire ah tiens, je vais peut-être plus pouvoir me déplacer. La plupart des gens ne se déplacent pas et n'ont pas les moyens et les auront de moins en moins, ça c'est sûr. Sur la question de la surproduction, à nouveau, je partage complètement ce point de vue. C'est valable dans la culture et à plein d'autres endroits, hein, ce côté surproduction. Moi, du coup, je réagis pour ma part. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse essayer de faire changer les choses. Moi, je suis entre deux trucs. C'est la désobéissance dont je parlais. Je lutte contre ça et j'y arrive encore un peu. C'est-à-dire que ce système qui nous fait une création par an, j'essaie de des fois dire non. Et je prends parfois le côté un peu
de mon collègue Dario, c'est-à-dire que je trouve des techniques, tac-tac, un peu comme au football ou je sais pas où, parce que mon frère fait du foot, pour éviter ce genre de pressoir. Mais ça m'embête parce que ça ne fait pas changer les choses, ça. J'ai plutôt envie de dire non, il faut changer, mais après quel poids on a, j'en ai peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Le poids, il viendra du nombre, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais... Moi, j'ai juste envie de réagir par rapport à la question de la production et du rythme. On en a parlé tout à l'heure sur la question du... Il y a la relation aussi au public. Il n'y a pas de solution, mais il y a de l'invention en ce moment. La question de la durée aussi, la question du nombre de représentations. Il peut y avoir plusieurs endroits, plusieurs manettes qu'on pourrait activer. C'est la question, bien sûr, d'améliorer la diffusion, justement en essayant d'être plus solidaire d'une pièce qui va se faire, que les programmateurs s'associent davantage pour pouvoir la faire tourner. Ça, c'est un vieux rêve que j'ai depuis très très longtemps. Il y a aussi des questions de séries. On n'a jamais parlé de séries en danse, alors que pourtant c'est peut-être une façon aussi de s'installer davantage sur la durée et en présence du public. Donc la série pourrait être aussi une façon de ne pas faire des sauts de puce en permanence. Donc il y a ces questions-là qu'il faudrait qu'on évoque. Mais je pense que cette réflexion, elle doit aussi venir. C'est pour ça que moi j'étais contente qu'on ait tout ce temps de cohabitation, on pourrait presque dire de colocation, parce que justement c'est des sujets qu'il faut que nous les professionnels, et je parle aussi, il y a aussi des instances peut-être de la ville ou d'ailleurs qui peuvent entendre, c'est qu'il nous faut vraiment une conversation sur cette question de la diffusion, de la création, du temps passé, sans même parler d'argent, je parle c'est un état d'esprit. Et en particulier pour la danse, parce que la danse c'est quand même un schéma un petit peu différent du théâtre ou de la musique. Ça nécessite des espaces, ça nécessite aussi, c'est du temps réel, hein, c'est aussi valable pour le théâtre, mais c'est pas tout à fait la même... et le temps de préparation, le temps d'échauffement, le temps de création n'est pas tout à fait au même endroit et les nécessités sont différentes. Et ça tourne beaucoup moins effectivement que d'autres modes. Donc, effectivement, le théâtre n'est pas un ennemi, comme tu disais, mais on est partenaire. Il y a effectivement actuellement une rébellion ou un changement de mentalité des acteurs chorégraphiques, enfin des créateurs, on va dire ça comme ça, en partenariat avec certains théâtres, pas tous. Et il y a une démarche un changement qui est en train de s'opérer, encore un peu timide, mais en fait il y a plusieurs échelons, moi je vois ça plusieurs échelons. Il y a effectivement les réseaux des lieux de production-diffusion nationaux, enfin, estampillés, qui doivent changer dans la mentalité. Je parle des grandes scènes et des petites scènes, donc il y a effectivement un changement qui doit se mental, mais aussi au niveau des institutions de type ville, DRAC, région ou autres éléments, et effectivement tous ces différents échelons, différentes strates, je ne sais pas comment ça peut basculer pour un autre fonctionnement. Parce qu'en plus, on ne sait pas vers quel fonctionnement aller. Donc, effectivement, là, avec un programme commun, il est en train de se passer quelque chose. Comment, alors, tu parlais de, voilà, accompagner sur la durée plutôt qu'au projet. Alors, comment ça se finance? Comment ça se projette au niveau du planning? Comment on peut faire confiance en disant, voilà, on fait confiance à cette personne sur tant et tant de temps? C'est un changement de mentalité, il y a des risques à prendre, qui sont peut-être encore plus forts que sur des risques au projet. Et donc, moi personnellement, je suis en question par rapport à tout ça. Et tu parlais du travail à Bouxwiller, donc plutôt dans on va dire, hors des grandes villes. Et tu parlais des nouveaux partenaires. Moi, j'en suis persuadé qu'il faut absolument que les personnes, les lieux qui connaissent la danse contemporaine, puissent faire une ouverture vers d'autres lieux qui n'ont peut-être rien à voir même avec le spectacle vivant, pour créer d'autres passerelles, d'autres liens, une autre conscience, pour que la danse puisse effectivement s'instiller dans différents lieux, pour que le maillage soit plus fin, en fait, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Donc il y a tout, à la fois au niveau des différentes strates, la mentalité des danseurs, des chorégraphes, des partenaires de production, de diffusion et des institutions, il faut changer.
et créer un autre réseau pour travailler effectivement plus localement. Voilà. Et ça, c'est une chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à... Toi, Étienne, tu es en ce moment beaucoup entre Besançon et Strasbourg. Donc, comme s'il y avait deux localités. Personnellement, j'ai souvent travaillé à Dijon. C'est un autre pied-à-terre que j'ai, on va dire. Et je me sens local. Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saint-Dié, toute cette région-là, je me sens local. Mais quand je pars à Dijon, je me sens très bien là-bas aussi. Et j'ai aussi envie de développer un travail là-bas, avec l'INSERM, avec l'université, avec le théâtre, l'Athénéum, avec des choses comme ça. Donc en fait, quand je parle de localité, c'est une multi-localité. Évidemment, on ne peut pas déployer sur 50 localités, mais 2 ou 3, il y a peut-être, notamment Ezio, tu es aussi à cheval sur 2 éléments, 2 lieux. Tout à fait. Merci Nora. En fait, je voulais rebondir parce que c'est super intéressant la vision du local. Justement, tout à l'heure, tu disais il faut faire attention à ne pas mélanger le local avec l'enfermement. Et c'est tout à fait vrai parce que on a subi quelque chose, du coup, on était enfermé et on a subi la limite de nos possibilités. Mais être dans le local, je pense que tout artiste, dans le moment même, on se positionne avec un territoire, parce que de toute façon, on a un ancrage. Il y a un travail qui se fait sur la ville, vers la sensibilisation, le développement, le lien avec les lieux. Cela nous permet aussi d'avoir un regard un peu, je dirais, d'étude sociologique du territoire. Comprendre quelles sont les démarches, quelle est la culture, quelles sont les envies des lieux, comment ils collaborent ensemble. Ça vient du local. Mais moi, personnellement, je suis encore dans la crainte. Et ça, c'est quand on a soulevé le sujet, et on était, je m'en souviens, ce rendez-vous, je le vivais complètement parce que par mon binôme de territoire, comme tu dis, où je me sens très bien en sud d'Italie, où j'ai développé quelque chose grâce au fait que je puisse travailler et vivre des échanges. En fait, au sud d'Italie, sur un territoire où il y avait des artistes, il y en a, bien évidemment, mais le travail, j'ai très vite remarqué qu'il était très enfermé sur le territoire et dans le local, sans aucune ouverture. La seule ouverture, c'était YouTube. Parce que personnellement, c'est pas une grande ouverture, c'est pas une grande porte, parce que un projet comme celui-ci qu'on vient de vivre, ça nous a permis, au-delà de rencontrer le travail, mais échanger. Et je pense fortement que ça nous a amené à développer nos petits projets à l'intérieur de chaque pièce du lieu. Du coup, pour revenir à ça, parce que j'ai commencé à inviter, au-delà des artistes locaux, au sud d'Italie, aussi des artistes qui venaient d'ailleurs. Cela pourquoi? Pas simplement parce que j'avais énormément de sous et je ne savais pas quoi faire, mais parce que j'avais besoin de sensibiliser et alimenter ce qui au sud d'Italie était enfermé sur un petit noyau. Et alors c'est pour ça que la crainte, et c'est là que je reviens, personnellement, elle reste encore sur l'identité. Et si au cas où on ne peut plus bouger par plein de motivations, personnellement, je me sentirais enfermé dans le local. Un local que très vite va se confronter qu'au réseau. Et du coup, l'échange. Mais moi, j'ai envie de travailler avec Étienne, mais j'ai envie d'en parler avec Étienne. Et voilà, cet échange qu'on a eu cette semaine, ce n'était pas du tout l'échange qu'on a eu sur YouTube, sur Zoom. Tu es d'accord avec moi? Et voilà, ce lien, je sais très bien que le travail que j'ai vu, ton travail, va nourrir forcément le mien. L'échange, la personne que tu es. Et ça, c'était que grâce à la possibilité, à la rencontre, au fait d'être ensemble. Et pas simplement allumer l'ordi et voir, mais qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté de la planète? Et du coup, je regarde YouTube. Elle est bien cette pièce. Je pense qu'il y a une limite là-dedans. Et ça me fait peur, ça me fait peur. Du coup, je croise les doigts de garder une liberté et de pouvoir encore voyager. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de vous voir, de vous recevoir. Il y a un prochain rendez-vous.
Et sur la question du local, est aussi cette force que nous observons et que nous connaissons. Et je poserais plutôt la question là à Joël, du coup, sur une édition saison prochaine peut-être, sur la question du local et comment ça se questionnerait, justement. À toi. Vous avez 5 minutes. En plus, ça vient de quelqu'un d'équipe, c'est super. Je ne vais pas revenir sur l'introduction, du pourquoi on l'a fait. Et c'est vrai qu'il y avait quand même vous avez peut-être pu remarquer pour la première étape, premier épisode, qu'il y a une vitalité, une créativité et une qualité ici même qui, largement, on ne sait pas s'ils sont nationaux ou internationaux, ça ne ferait pas la différence pour le public. Donc c'est important aussi de bien se rendre compte que la question du local ou du national ou de l'international, c'est une vue probablement étriquée, qui n'est pas forcément sensible pour les publics, c'est juste les programmateurs, comme tu disais, qui parfois ont besoin de briller par le fait d'aller chercher très loin. Voilà, donc c'est une forme de projection pour que ça rejaillisse sur le lieu. Ceci étant, ce que nous a appris la première expérience qu'on est en train de faire, c'est que l'important, on parlait tout à l'heure du local, c'est aussi le familier, le réconfortant. Donc c'est cette question-là qu'il va falloir qu'on réinterroge, parce qu'il ne s'agit pas de refaire tous les ans la même chose, mais de garder en tête, c'est un petit peu l'idée, de garder en tête ce qui peut être familier et réconfortant pour un certain nombre d'artistes. Qu'ils soient installés localement, finalement, n'a pas d'importance, mais c'est surtout le temps disponible pour vivre l'expérience ici même. Donc pour moi, la deuxième étape, ce serait que le programme commun ne veut pas dire le programme local. Le programme commun veut dire faire quelque chose en commun. Donc on pourra élargir le cercle, on pourra, nous on a appelé les artistes compagnons. On n'a pas dit que c'était des gens de la région. C'est avec chacun d'entre eux, d'ailleurs Sarah habite Toulouse. Ils ne le sont pas. Oui. Voilà, certains d'entre eux n'habitent pas à Strasbourg. L'idée c'était vraiment d'aller chercher, il était plus simple dans la circonstance actuelle de manque de transport, il était plus simple de travailler effectivement avec les artistes les plus proches, mais c'était aussi un choix délibéré de ne pas, de réfléchir plutôt comme histoire individuelle, et des personnes avec lesquelles on n'avait pas encore vraiment de contact chorégraphique, parce que certains c'est leur première pièce, donc c'était vraiment passé, ça s'est passé sur le feeling, ça s'est passé sur une idée de vivre ensemble quelque chose d'un petit peu particulier. Et la première réunion qu'on a faite sur les réseaux sociaux, sur les Zooms, hein, on a lancé une invitation globale à tout le monde, qu'on avait choisi effectivement en fonction de l'histoire qu'on avait avec chacun d'entre eux, et tout le monde a réagi et tout le monde a dit oui. Donc ça a été aussi une expérience intéressante de faire ensemble. Donc pour résoudre, et je vais m'arrêter là, la question de la suite, c'est vraiment comment on peut reconstruire du familier et du réconfortant, et qui puisse servir au maximum de personnes, et bien entendu au public, parce que je pense que l'expérience est aussi intéressante, probablement, enfin j'espère, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et quand je dis l'extérieur, je me sens aussi à l'extérieur et à l'intérieur. Attendez aussi dans deux endroits différents. Juste avant de passer la parole, je voudrais revenir aussi sur ce qui a été évoqué, de pouvoir se rencontrer, échanger, etc. Et qui sont des temporalités qui sont de plus en plus difficiles à garder, même quand on essaye de pouvoir faire se croiser, se rencontrer dans la programmation. Les temps d'arriver, de donner ces rendez-vous aussi avec vous, au public, et de pouvoir... on ne peut pas faire de rencontres sans durée. Et tous ces temps-là ont été enlevés, enfin, dans le système général et pour tout le monde, hein, ça ne concerne pas que... Et ça, c'est éminemment important, de mon point de vue, pour la création et pour les échanges, et nourrir tous ces échanges et ces réflexions. C'est une question peut-être philosophique, je ne sais pas, en fait, qui m'était venue pendant qu'on regardait le film de Sarah. Je me posais la question, vous êtes filmé en train de travailler sur une création, et comment est-ce que votre corps vit ce même travail une fois qu'il est donné en représentation devant 100, 200, 300, 400 personnes, alors que vous êtes en train de le créer tout seul, avec 1, 2, 3 collaborateurs peut-être. Voilà. Et ça m'a rappelé aussi ce que vous avez hurlé à la fin de votre spectacle, on a besoin de vous. Comment est-ce que vous, humainement, comment votre corps ressent le fait de se donner en spectacle devant plein de personnes, alors que 80% de votre travail, il se fait en solitaire. Et vous disiez
disiez aussi, tout le monde danse, c'est vrai, moi je danse chez moi, mais je n'ai pas envie de danser devant les autres. Mais voilà, tout d'un coup, parfois, je suis en train de tourner en rond, alors que dans ma cuisine, et ça vient de nulle part, ça vient de quelque chose, enfin voilà. Mais comment est-ce que vous ressentez toutes ces choses-là, ce besoin d'être devant nous, d'être face à nous? Je pense, après c'est pas une question de nombre de personnes hein, par contre en face, mais bien sûr qu'il y a une influence et une réponse et une espèce d'énergie comme ça qui se traverse entre le public et moi. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais de l'impact du regard que vous pouvez avoir sur la création hein, ou la construction, la création instantanée, parce que le spectacle, même si c'est le même, il y a toujours quelque chose qui sera différent dans les étapes. Alors le jour où il y a eu la captation, c'était un jour où il y a eu mes collègues qui sont venus, et encore heureux, parce que c'est certain, et par expérience je sais, en répétition, je ne sors jamais, et même si je suis à fond, je ne sors jamais ce que je vais sortir à l'instant T, dans le rapport avec le public, c'est certain. Et donc j'aime vraiment cette idée aussi que le public participe à cette création, en tout cas à cet instant. Une des particularités du spectacle vivant, c'est qu'il existe qu'à partir du moment où il y a du public. C'est-à-dire qu'il existe dans sa pleine dimension qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui regarde. Parce que, je veux dire, vous prenez un concert d'ACDC, le guitariste d'ACDC, quand ils sont en répète en studio, il se roule pas par terre avec sa guitare comme un taré. Il le fait parce qu'il y a 50 000 personnes en face, qui s'est fait 3 lignes de coke avant dans la loge et qu'il a complètement décollé. Et donc cette dimension-là, elle est absolument nécessaire. Là où je rejoins par exemple Étienne, qui dit que la captation d'un spectacle de danse, elle n'a aucun intérêt. Enfin, si, elle peut avoir de l'intérêt quand il y a un certain nombre de caméras, avec des cadreurs, avec des chefs opérateurs, avec une captation qui est scriptée, etc. À part l'Opéra de Paris et le TNS, il n'y a personne qui peut faire ça. C'est beaucoup plus intéressant de penser un film de danse, ou de penser un film, pourquoi pas à partir d'une pièce qui a été créée pour le plateau, mais qu'on essaye de transformer, de scénariser pour qu'elle fasse l'objet d'un film, mais pas d'une captation de spectacle. Mais à partir du moment où on est dans le spectacle vivant, ça n'existe que parce qu'il y a ce rapport direct, sensible, sensoriel, avec l'énergie du public aussi, avec la sensation du public. Moi j'ai joué ici mardi, mercredi, tout le monde était masqué, et il y avait une énergie, une intensité dans les yeux des gens. Alors peut-être c'est moi qui fantasme. C'était les 3 rails de coke que j'avais pris loin. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y avait une projection dans le regard des gens, peut-être aussi parce que les gens qui étaient là étaient des gens qui n'avaient peut-être pas vu un spectacle en live depuis un certain temps, et qui aussi étaient dans le plaisir de retrouver ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il y avait... Ouais, c'était ma fille. Mais il y avait en tout cas une certaine intensité, et cette intensité-là, elle est extrêmement prégnante sur le plateau, encore plus dans un petit espace comme ça, et donc elle pousse à aller au-delà effectivement de ce qu'on fait en répète, quoi. Pour moi, être là depuis cet après-midi, je passe vraiment un très très bon moment avec vous, et ça fait vraiment plaisir. Merci. Et maintenant, j'aimerais poser une question, à savoir les artistes, quand vous prestez, qu'est-ce que ça fait de voir le public tous avec un masque? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je pense que pour nos collègues qui ont joué, peut-être Jean-Louis aussi, effectivement, il y avait de la lumière. Mais ceux qui n'ont pas joué avec la lumière, je vous dis franchement, c'est autre chose. Bon, tout à l'heure, ce que j'ai vu là sur le plateau, mais c'était comme si j'avais un tableau. Tu vois, un tableau devant moi, de bleu, noir, blanc, tan, et on voit que les yeux. Donc, les expressions, tu vois, mais tu mets dans les yeux, tu sens que déjà celui qui te regarde est déjà en train de gérer son souffle, est déjà en train de prendre du temps à suivre ce que tu es en train de faire toi. Et maintenant, pour vous répondre, pour moi c'est tout simplement... ça fait partie aussi de nos cultures. Donc dans ma culture, c'est que tu passes au bout de la route, il y a une danse traditionnelle, ça danse, tout le monde,
on est déjà pris par la foule. En fait, on danse un chant, on voit tout de suite tout ce qui se passe, on est dedans, tout de suite, nous on dit au taquet, authentique. Et donc ça fait que le fait de me retrouver là, c'est que crier comme ça et dire on a besoin de vous, c'est que sans vous, on n'est rien en fait. Et pour moi, tout ce que je fais aujourd'hui, s'il n'y a pas de spectateurs, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va rentrer dans du virtuel. Je ne suis pas contre, hein, mais je pense que tout ce qu'on fait là, on a besoin. Déjà pour cette nouvelle création, je devais la créer là de 21 à 22, mais juste pour ça, juste pour le spectateur, juste pour tous ces principes barrières, je suis allé jusqu'en 2022. Voilà, parce que je ressens pour moi de dire, les gens ont besoin de voir le travail. Et les danseurs, il y a africains, il y a français, il y a c'est toute une pluridisciplinarité au fait. Donc pour moi, c'est très important, vraiment très important. Pardon, pour poursuivre sur la question du masque, je voulais bien passer la parole à Étienne parce qu'au début, tu n'étais pas du tout enchanté. J'aimerais bien, pour expliquer aussi ce qui peut se passer, tu nous donnes ton point de vue. On en a un petit peu discuté lors de la semaine précédente. Très honnêtement, j'étais fondamentalement contre le fait de faire quelque chose devant des gens masqués. Que ce soit du spectacle, des cours, des ateliers. À partir de... Quand le confinement est arrivé, j'étais à Bouxwiller. J'ai fait une représentation, la deuxième, j'ai pas pu la faire, enfin une présentation. Deuxième, j'ai pas pu la faire, ça m'a coupé. Ensuite, toutes les interventions que j'avais dans les écoles primaires, chez moi, à Saint-Dié, c'était suspendu. On m'a rappelé, Étienne, quand est-ce que tu reviens? Je dis, pour l'instant, je ne reviens pas. Je refuse de faire mon métier dans ces conditions-là, de masque, de distanciation, de non-contact. Je disais, jusqu'à aujourd'hui, que ça fait maintenant une quinzaine d'années, un peu plus, que je suis danseur, que je fais des chorégraphies, assistant, chorégraphe, tout ça. J'ai développé une manière de faire avec beaucoup de contacts physiques. Ça m'a été reproché lors de mon examen pour le diplôme d'État. Mais voilà, je suis quelqu'un qui travaille dans la proximité. Vous l'avez vu pour la performance, je suis proche des spectateurs. Et pour moi, aller faire des interventions auprès d'enfants masqués ou pas masqués, sans contact, gérer la distance, pour moi, c'était pas faisable parce que j'avais l'impression d'usurper un statut. Je suis capable de danser, d'interpréter, d'enseigner avec ce que je sais faire, ce que j'ai accumulé depuis 15 ans. Et maintenant, on me dit non, 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 en fait, tu fais ce que tu as à faire, mais autrement. Ah oui, mais autrement, je ne sais pas encore faire, donc vous allez être mes cobayes, comme je l'ai fait il y a 15 ans quand j'ai fait mes armes sur les premiers élèves. Donc voilà. Et pour le spectacle de tout à l'heure, enfin la présentation de mon travail, j'appréhendais beaucoup. C'est vrai. J'étais un peu en tension parce que je me disais, mais je vais jouer devant un mur, devant des clones, devant des gens où peut-être parce que j'ai besoin d'être réconforté, le local. J'ai peut-être besoin de sentir que les personnes sont là et que ça vibre, qu'il y a quelque chose, et qu'avec le masque, il n'y a plus ça. Et en fait, je me suis rendu compte, déjà je me permets de dire que sur les 2 présentations que j'ai faites, elles étaient radicalement différentes. Je ne sais pas si quelqu'un les a vues, les 2, mais c'était très très différent. La première, beaucoup de personnes ont rigolé, mais ri, c'est même pas juste sourire, c'est ri. Et la deuxième, donc ça m'a un peu surpris, je dis ok, je ne pensais pas que j'étais si drôle, mais enfin, je savais dans d'autres spectacles que c'était drôle, mais là, pour ce sujet-là, j'étais surpris. C'est plus la manière dont je portais les choses. Et la deuxième fois, il y avait une écoute. Je ne savais pas si c'était parce qu'il y avait le public était dubitatif, il disait mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ou si au contraire, ils étaient captivés. Et je sentais une attention intense, malgré les masques. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais arrêter d'être con et accepter le nouveau contexte, en fait. Voilà, tout simplement. Sans rien de ce qui se passe dans la salle. Je pense qu'il y en a certains qui sont allés au Japon.
peut danser peut-être. Là, les cheveux sont noirs et il n'y a rien qui se passe dans la salle. Et quand je suis arrivée en France, la première fois que j'ai dansé devant vous, et le public français, wow, il y a beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir. Donc masqué, pas masqué, je pense que le public il est là, toujours. Et que nous on partage forcément. Je pense que le seul point positif du masque, c'est que ça nous oblige à nous regarder. Ça nous a obligés à réengager notre regard les uns vers les autres. S'il y a un point positif à ce masque, moi c'est celui-là, c'est que du coup quand on communique avec quelqu'un, on est obligé de le regarder. Alors qu'avant on avait plein de conversations comme ça, on se regardait qu'à moitié, etc. Et maintenant, si on vraiment veut se parler, on est obligé de se réengager dans le Il va falloir peut-être qu'on puisse conclure. On a beaucoup dépassé. Je vous remercie tous.